Donc, des filières, et je disais avancer sur deux pieds, un élément qui me semble très fort comme ligne directrice pour fabriquer de l'emploi en Bretagne, c'est d'arrêter avec cette rupture entre économie et écologie, et que les Bretons aussi arrêtent de se taper dessus, parce qu'ils peuvent tous périr si jamais il n'y a pas d'entente en sorte cordiale. Alors ça paraît un peu, oui, l'éconologie, ok, on marie l'économie, l'écologie, etc. Sauf que pour moi, c'est vraiment la stratégie de l'avenir et la stratégie qui doit être portée par les décideurs politiques et économiques. Je vous donne deux exemples très concrets. Le premier concerne les algues. On était allé à Anse-Breton à l'Élysée avec le président Sarkozy pour négocier différentes choses, essayer qu'on libère l'économie des territoires, permettre aux gens d'expérimenter. Et il y avait notamment cet enjeu des algues qui était crucial. Pourquoi ? Parce qu'on a un des 7 gisements planétaires d'algues en Bretagne, 200 espèces, c'est de l'or bleu qui est ouvert, qui est fabuleux. Et en fait, avec toutes les structures de l'État, il n'y a pas le droit de ramasser les algues, et donc on avait essayé de dénouer l'affaire pour des entreprises comme Alpes de Bretagne, Olmix, etc. Ils ont beaucoup agi de leur côté, et finalement, il y a aujourd'hui, entre autres, mais 2 bassins où le ramassage est autorisé, en Bédouarnenez et dans la Cicade de Léon. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des centaines d'emplois à la clé. La Bretagne a toujours été prospère lorsqu'il y avait 2 points. 1, lorsqu'elle était ouverte à l'international. 2, lorsque l'Armor et l'Argoate se mariaient. Et si je prends l'exemple de la société Olmix, ils ont réussi à ramasser les algues. Ils ont inventé des machines permettant de ramasser les algues vertes avant leur échouage qui suscite leur putréfaction et dégage après les odeurs. Mais quand on les ramasse avant, c'est un produit fabuleux. La société Olmix en fait en mélangeant à l'agile de méline-motan des crèmes qui permettent de limiter les antibiotiques, etc. C'est utilisé dans l'élevage du poisson pour éviter la surpêche. Ils sont dans 19 pays, ils sont à 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il est allé, le président, à la révolution avec François Hollande en Chine, on leur fait des ponts d'or partout, et ici, il n'y a pas le droit d'en laisser. Parce que aussi, c'est aussi le fonds de commerce électoral des écologistes qui pèsent aussi pour qu'on ne ramasse pas le problème. Sauf que ce qui est un problème peut devenir un outil de valorisation économique. Et évidemment, l'enjeu, c'est de simplifier toutes les normes, toute la loi, pour que, effectivement, on puisse ramasser ces produits, les transporter en camion dans le centre-Bretagne, ce qu'il fait à Bréant, près de Pontivy, et après exporter des produits qui sont à proprement parler fabuleux. Deuxième exemple, second exemple, si vous le permettez, c'est le maire de Cancale qui me disait l'autre jour, écoute, nous on a un problème dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est une invasion de crépidés. Sauf qu'un industriel a trouvé le moyen d'un côté d'une machine qui permet de ramasser les crépidés et d'un côté d'en extraire la chair, même s'il est modeste, et de l'autre côté de concasser les coquilles pour en faire un amendement calcaire. Le projet de 3 millions d'euros, je crois, ils apportent 500 000 à la communauté de communes, qui créera un poste tout de suite, il est bloqué dans la sphère administrative, je ne sais pas trop. Donc on en est dans une situation où il faut à tout prix déverrouiller la machine et considérer que parfois ce qu'on considère comme des problèmes environnementaux ne sont que les déboires de fonctionnement parfois passés, mais ce sont surtout les aubaines de notre développement futur. C'est-à-dire que les niveaux de recherche et d'innovation sont tels aujourd'hui que sur beaucoup de sujets, on peut utiliser ces pseudo-dysfonctionnements naturels, même s'il y a des problèmes qu'il faut coller des contrées, et vous avez vu cette année, on a 35% moins d'algues vertes, dit-on, en Bretagne, donc il y a eu des progrès faits par les agriculteurs notamment. Mais il y a aujourd'hui, je crois que c'est plus d'un côté l'environnement, de l'autre côté les hommes. Or, tous vos documents d'urbanisme, dans les PLU, dans les SCOT, il y a l'homme et après l'environnement, comme dans un écrin. Mais c'est une vision de la Beauce, c'est une vision parisienne. Nous, on est dans une zone de blocage où précisément c'est le mariage entre l'homme et le milieu et non plus l'environnement. L'environnement, c'est ce qui est externe, c'est aux environs, c'est alentour. Non, on respire 80 d'air, on est à 80% fait d'eau, on est dans le milieu, l'homme est dans le milieu. Dans le milieu est plus neutre qu'environnement. Et donc, c'est des logiques de valorisation du milieu pour créer des valeurs à partir d'une économie de terrain. Et là, tous les territoires bretons ont un potentiel à proprement parler fabuleux.
Puisqu'en effet, 3 atouts me semblent essentiels pour la Bretagne. Premièrement, c'est effectivement des hommes, douceurs, dans l'ensemble, bien éduqués, dans l'ensemble, même si on a un problème d'exode des jeunes diplômés bretons à 80% vers Paris. Bon, ils reviennent des fois, mais beaucoup sont aspirés pour avoir les salaires et les emplois qu'ils méritent, au vu de la concentration de l'hypercentralisme français et de la concentration des pouvoirs et des richesses dans la capitale, parce que 63% des plus riches en France sont à Paris, et non pas en Île-de-France. Donc il y a cet élément-là, malgré tout des hommes bien formés, dans l'ensemble bosseurs. Je voyais le taux d'évasion fiscale en France, il est 2,5% en Bretagne, et il dépasse 20% dans certaines régions, notamment dans le Languedoc. Les gens aussi dans l'ensemble ont un esprit civique, et il y a moyen de faire des choses, on n'est pas dans un état de violence ici, dans la région, il y a d'abord des hommes. Deuxième point qui est clé, c'est un environnement aussi privilégié. On a tendance à stigmatiser à partir de problèmes ponctuels l'environnement breton. J'ai fait une étude comparée en Europe. On a un des environnements les plus privilégiés en Europe, sinon au monde. On évite des désastres majeurs, en dehors de quelques fortes tempêtes. On n'est pas concerné par les séismes, mais que ce sont les événements les plus meurtriers. La remontée du niveau des eaux ne va pas avoir un impact catastrophique comme dans certains pays qui risquent de disparaître comme les Maldives. Peu concerné par les sécheresses, même si cet été il a fait particulièrement beau, mais comme dans le Sahel qui risque vraiment de connaître des difficultés énormes. Donc revenons aux fondamentaux et regardons un peu cette grande d'abondance que représente le pays, cette disponibilité. Il y a tout pour produire des richesses et puis s'en sortir. Donc par rapport au pessimisme ambiant, avoir une vision aussi de lucide sur la chance que l'on a d'avoir de multiples aménités pour produire des biens. Enfin, troisième point, ce sont les réseaux. Puisque j'ai fait une étude sur les réseaux bretons, je n'ai pas fini, parce qu'il y en a tellement, notamment à l'échelle régionale, et souvent d'ailleurs des réseaux qui se déchirent, ce qui est le problème principal de la région, c'est un peu l'objet de mon prochain bouquin, mais il y a quand même une incroyable volonté de vivre et de travailler au pays. D'aller de l'avant de façon collective, qu'on retrouve beaucoup moins ailleurs dans d'autres régions. Alors le pouvoir politique ne perçoit parfois comme un problème. Le fait qu'il y ait des réseaux qui s'associent, des gens qui se bagarrent et tout, en disant oh là là, qu'est-ce qu'ils font ceux-là, c'est moi l'élu, c'est à moi. Sauf qu'ils devraient être considérés beaucoup plus comme leur principal allié. Le fait que les gens, bénévolement, dans différents cercles d'entreprise, dans différents réseaux, s'associent pour défendre et promouvoir et construire les intérêts bretons, c'est tout à fait essentiel. Et on a en Bretagne des réseaux qui n'existent nulle part ailleurs. L'exemple de Produits en Bretagne, qui est une association unique en France par sa réussite, où on unit quand même tous les distributeurs dans le secteur hyper concurrentiel de la grande distribution, qui sont tous autour d'une table pour défendre les intérêts de la Bretagne. Ça ne sont nulle part ailleurs, c'est l'originalité de Produits en Bretagne. Les consommateurs, les producteurs, tous ces gens-là essayent de promouvoir le développement breton. Récemment, vous en avez sans doute entendu parler, un comité de convergence des intérêts bretons, CCIB, vient de se mettre en place. C'est pas, évidemment, l'acronyme n'est pas sans rappeler le CELIB, même s'il ne s'agit surtout pas de refaire l'histoire, mais il y a, vu les tensions économiques, une volonté totale et certaine des gens de continuer à vivre en Bretagne, de promouvoir les emplois en Bretagne. Et cette attache au territoire, ce lien à l'identité, me semble un élément qui est tout à fait fort, tout à fait vertueux, à la condition que cette identité ne soit pas factice, mais qu'elle soit perçue précisément comme le levier de compréhension fine des territoires. Les Bretons, on s'en fiche, on peut être n'importe quelle nationalité, c'est pas ça. Mais par contre, être de Bretagne, vivre avec la Bretagne, connaître le territoire, ce que j'appelle l'économie de la connaissance, naître avec le territoire pour faire des choses qui participent à la création d'une harmonie entre l'homme et le bout de terre qu'il occupe, qu'il soit originaire de Bretagne ou pas, ça a de la valeur. Et c'est pour moi l'enjeu fondamental du futur. Donc des hommes, un environnement, des réseaux, une identité. En conclusion, pour tenir mon temps, je reviendrai sur aujourd'hui l'importance de la dimension du sens. Le sens est un terme qui je trouve très intéressant et qui a un aspect polysémique. Le sens, c'est d'abord la direction, la trajectoire, le chemin. Il faut aller dans quel sens? C'est déjà une orientation dans un territoire.
Deuxième point, c'est que le sens aussi, c'est un contenu conceptuel d'une expression. On se demande parfois si la vie a un sens, quel sens je donne à telle ou telle chose. Donc c'est une philosophie et ça correspond à un engagement, hein, quel sens je donne à ce que l'on opère. De la même façon, c'est aussi une approche pragmatique, le bon sens. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, sur beaucoup d'aspects, on a perdu le bon sens, notamment le bon sens économique, avec un argent qui était considéré comme un en soi, un niveau d'endettement qui est hallucinant, quoi. Il y aurait une entreprise qui ferait ça, ou un chef de ménage qui aurait un niveau d'endettement tel, il serait sans doute en prison, enfin c'est quand même invraisemblable. Donc on a perdu le bon sens. Oublier que les sociétés qui ne produisaient pas des richesses disparaissaient, hein. Regardez les travaux de Jared Diamond par exemple. Donc retrouver aussi le bon sens et l'expliquer aux populations qui sont parfois un peu déboussolées, également un peu perdues. Et enfin, ne pas oublier que le sens, ce sont aussi les outils de perception, la voix, l'ouïe, l'odorat, la vue, et que précisément ces outils de perception nous permettent d'être en relation avec le milieu et avec les autres. Et je crois aujourd'hui que ces sens-là, les choses fines, sont vraiment très très bien analysés selon les milieux géographiques dans lesquels on est, pour effectivement bien réfléchir à l'interaction pouvant se produire entre les individus et leur territoire. Ainsi, pour moi, une des clés peut-être du futur, même si c'est modeste ce que j'évoque, c'est vraiment féconder, faire un mariage beaucoup plus enrichi entre l'homme et le territoire. Hein, c'est un concept que j'ai redécouvert, qui n'est pas de moi, qui a été évoqué par le fabuleux géographe breton Maurice Lanoux. Il parlait au-delà du citoyen d'homme habitant. Et j'aime beaucoup ce terme parce que l'homme habitant, donc c'est quelqu'un qui est dans un territoire, hein, qui est quelque part, et c'est aussi un participe présent. C'est-à-dire que l'homme habitant, il participe au présent à la dynamique territoriale. Hein, il n'est pas simplement sujet sur un territoire, il est aussi acteur du projet territorial. Et il me semble qu'aujourd'hui, le plus grand challenge qu'ont les décideurs, c'est d'essayer d'expliquer aux gens et de construire de manière collective, avec eux bien sûr, une véritable dynamique de projet. Voilà, je vous remercie de votre attention.